Hello, bonjour. We'll be starting in 2 minutes. On va commencer en 2 minutes. Okay. Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. Thank you for joining today's news conference. Bienvenue à cette conférence de presse. We will start out today with remarks from the Chair of the Council of the Federation, Nova Scotia Premier Tim Houston, followed by remarks in French from Premier of Quebec, François Legault. We will then take questions from the media. Good afternoon, everyone. Alors, bon après-midi tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir ici dans la belle province de la Nouvelle-Écosse. En tant que président du Conseil de la Fédération aujourd'hui, j'ai été tout à fait heureux d'accueillir les premiers ministres des territoires et des provinces dans ma propre province. C'était bien de pouvoir leur montrer notre province. Et nous avons 13 000 kilomètres de côte. Nous avons certains des meilleurs terrains de golf au Canada. Nous avons notre belle vallée Napa de l'Est et vous ne faites pas venir, bien sûr, en Nouvelle-Écosse sans goûter aux meilleurs fruits de mer au monde. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir ici en Nouvelle-Écosse. Mais aujourd'hui, il s'agit de travail. C'est toujours utile de passer du temps avec d'autres premiers ministres, tout le monde à la même salle, qui partagent leurs défis, mais aussi à discuter de solutions. C'est une table où nous collaborons sérieusement, nous mettons de côté les politiques et nous nous concentrons sur ce qui est important pour les Canadiens et Canadiennes. Où que nous vivions dans ce très beau pays, nous sommes des collègues qui veulent régler les problèmes pressants auxquels font face nos citoyens et citoyennes aujourd'hui, surtout en ce qui concerne la santé, le logement et l'abordabilité. Il y a également des occasions, des possibilités qui, devant notre pays, surtout ici, dans le secteur énergétique, des possibilités très intéressantes. À la Nouvelle-Écosse même, le potentiel économique pour l'hydrogène et les minéraux critiques vaut des milliards. C'est tout à fait étonnant. Et également, la préparation aux situations d'urgence est plus importante que jamais. Aujourd'hui, nous voyons des feux de forêt dans 5 territoires et provinces, des inondations à Toronto. Et bien sûr, ici, en Nouvelle-Écosse, nous avions eu des inondations éclairs la semaine dernière. Il ne fait aucun doute que le climat change et nous touche tous. Et à cette fin, on veut vraiment que le gouvernement fédéral travaille avec nous, qu'il soit un partenaire lorsqu'il
lorsque nous investissons dans des mesures d'atténuation et de récupération après ces événements. Nous avons parlé au cours des derniers jours de ce que nous pouvons faire dans ces dossiers, mais nous avons également parlé du besoin pour le gouvernement fédéral de respecter nos compétences provinciales, l'absence actuelle de coopération de la part du gouvernement, processus qui risque de dresser provinces et territoires les unes contre les autres. Mais vraiment, le grand risque, c'est de ne pas donner les résultats escomptés. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour collaborer, parce que la situation actuelle n'est pas dans le meilleur intérêt de la Fédération dans son ensemble. Nous avons demandé au gouvernement fédéral de travailler avec nous, avec les provinces, en tant que partenaires actifs lorsqu'ils élaborent et mettent en œuvre des programmes fédéraux. J'aimerais commencer par remercier chaque premier ministre pour leur passion, pour leur province, pour leurs citoyens et citoyennes et leur passion pour les Canadiens et Canadiennes. En nous tournant vers l'avenir, je suis confiant que ces discussions importantes que nous avons eues aujourd'hui, que nous continuerons à avoir, profiteront à tous les Canadiens et Canadiennes. Encore une fois, merci à tous mes collègues pour être ici. Merci à leur équipe. Le premier ministre Legault fera quelques commentaires en français et ensuite nous accueillerons vos questions. Bonjour tout le monde. Je veux commencer en remerciant Tim pour son accueil. On a été très bien accueillis depuis dimanche soir. Je sais que tu veux que je dise beaucoup de belles choses sur la Nouvelle-Écosse, mais bon, on me dit même que le Blue Nose 2 devrait passer derrière nous pendant qu'on parle. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais quand même. Mais c'est très beau, effectivement, on mange bien, puis très content. Merci, Tim, de nous avoir accueillis. Aujourd'hui, on a continué à avoir des discussions sur les priorités des premiers ministres, des provinces et des territoires. On a discuté de santé, de sécurité, de relations entre le Canada et les États-Unis. Bon, on a beaucoup parlé, puis Tim vient de le dire, des empiètements du gouvernement fédéral dans les champs de compétences des provinces. C'est vraiment un problème qui s'accélère de budget en budget et évidemment, c'est pas comme ça qu'a été conçue la Fédération canadienne. Il y a des champs de compétences à Ottawa, des champs de compétences dans les provinces. Puis ces empiètements-là viennent créer des problèmes de gestion, viennent doubler la bureaucratie. C'est vraiment pas souhaitable pour les citoyens de voir ces empiètements. Je veux terminer en revenant un peu sur ce qu'on a discuté hier concernant les demandeurs d'asile. Je veux remercier mes collègues pour leur appui sur deux choses. Première chose, le fait qu'on ait convenu qu'il doit y avoir de la part du gouvernement fédéral un respect de la capacité d'accueil de demandeurs d'asile, puis carrément au Québec, cette capacité est dépassée. Et puis, j'étais content aussi qu'on se mette d'accord pour dire qu'il doit y avoir une juste répartition entre les provinces, en fonction justement de la capacité d'accueil de chacun. Donc, encore une fois, merci Tim. Thank you. Mike? Okay, there we go. We will now move to media questions, starting Une with question media who are immédiate, present. commençant avec les médias présents sur place, suivis par ceux qui sont présents virtuellement. Les membres qui participent virtuellement peuvent taper sur le touche étoile pour se joindre. Je vais commencer avec les médias présents dans la salle. Allez au micro, donnez votre nom, votre média et dirigez vos questions à un seul premier ministre. Vous avez droit qu'à une seule question. Ma question est pour le premier ministre Ford et le premier ministre Legault, Catherine Collins, CBC. La Colombie-Britannique et Terre-Neuve disent que la péréquation n'est pas juste. Vous avez dit que ça n'a pas de sens que la Colombie-Britannique envoie de l'argent en Ontario, alors qu'on n'a pas encore les moyens pour satisfaire tous les besoins. Est-ce que la Confédération est équitable d'après vous? Eh bien, nous avons contribué quelques 10,2 milliards de dollars. J'ai toujours dit que l'Ontario est la province la plus populeuse et
va aider les plus petites provinces. Je crois que l'Ontario l'a démontré au cours des dernières années. Mais c'est une discussion que nous allons continuer à avoir. Vous savez, je crois que le Canada est un seul pays où on s'entraide, nous sommes beaucoup plus forts lorsque nous travaillons ensemble. Et je dis toujours que lorsqu'on travaille ensemble, nous évitons une puissance économique à l'échelle mondiale. Et c'est ce que nous sommes. Encore une fois, premièrement, je voudrais remercier le premier ministre Houston pour son leadership en tant que président. Il a rassemblé tous ses premiers ministres et nous travaillons tous ensemble, quelle que soit notre couleur politique. Nous siégeons à cette table et nous en ressortons unis. C'est pourquoi je pense le plus grand bien des premiers ministres à cette table. The principles around equalization payments are that we won't le principe autour des transferts de précaution, c'est qu'au Canada, nous ne pouvons pas offrir des services équivalents dans chaque province sans jeu. Alors, il y a une formule extrêmement complexe où nous tenons compte des capacités fiscales de chaque province et territoire, ce qui est différent d'une province à l'autre. En bout de ligne, oui, on a 3 provinces de l'Atlantique, le Manitoba, le Québec. Nous recevons des paiements parce que nous avons besoin de cet argent pour pouvoir offrir des services équivalents. Personnellement, l'Ontario reçoit de l'argent, mais c'est une très petite somme, Doug. Très petite somme par tête d'habitant. Parce que techniquement, ils sont en deçà de la moyenne, mais de très, très, très peu. C'est presque égal à la Colombie-Britannique, mais un petit peu en deçà de la moyenne. Si on revient au Québec, ma cible, depuis que je suis premier ministre, c'est de nous débarrasser des paiements de la rééquation. Je suis une personne fière, je n'aime pas cela. Au cours des 5 dernières années, nous avons été capables de réduire le pourcentage de transferts reçus par le Québec. Parce que nous avons connu une meilleure croissance au niveau du PIB que le reste du Canada. Donc, j'espère qu'à long terme, le Canada paiera certains transferts. Mais en attendant, je crois qu'il est important de respecter le fait qu'on peut offrir des services équivalents dans toutes les provinces et à tous les Canadiens et Canadiennes. Adressé envers le premier ministre Ford, Houston et Legault, mais tout le monde, s'il vous plaît, si vous voulez intervenir, allez-y. Vous avez mentionné le besoin d'atteindre le 2% de l'OTAN dans votre communiqué. On a parlé beaucoup aujourd'hui de l'importance des échanges commerciaux avec les États-Unis pour vos provinces. Vous avez dit qu'il fallait atteindre cette cible pour la deuxième administration américaine. Le premier ministre dit fédéral ne peut pas s'engager à ce 2%. Est-ce préoccupant pour les provinces qu'on a remis l'échéance tellement loin qu'on n'atteindra peut-être même pas? Est-ce dangereux si on voit le gouvernement conservateur ou si on n'atteint pas cette cible d'ici la prochaine administration américaine? Merci pour la question. Indépendamment du gouvernement au Canada, à n'importe quel moment donné, je crois qu'il est important de respecter nos obligations à l'échelle mondiale. En ce qui concerne nos obligations envers l'OTAN et le 2%, on insiste ici beaucoup sur la défense. Mais c'est plus large, en fait, dans le cas du Canada et dans ses relations avec les États-Unis. Nous sommes un partenaire commercial important et nous voulons que les États-Unis nous respectent dans tous les aspects, y compris notre capacité à respecter nos obligations. Le premier ministre Kenyu l'a mentionné au début et cela a mené à une bonne discussion. Nous avons discuté ce que l'administration américaine, quelle qu'elle soit, quelle que soit leur perspective du Canada comme partenaire commercial, quelle serait donc sa conception du Canada s'il ne répond pas à ses obligations internationales. C'est une préoccupation légitime parmi beaucoup d'autres. Je crois que
répondre à nos obligations, il y a de bonnes choses à faire. Si on peut effectivement répondre à ces obligations, nous serions vus de façon plus favorable et ceci aura des effets positifs. En tant que Premier ministre, nous croyons qu'il y a des façons d'atteindre le 2 %. Nous, en tant que Premier ministre, on doit y penser, voir comment on peut y contribuer. On peut voir exactement quel genre de dépenses fait partie de ce panier. Dans certains cas, il pourrait s'agir de financer des infrastructures dans le Nord. Il y a des possibilités très importantes. En tant que pays, on doit simplement reconnaître l'importance de répondre à ces obligations et les possibilités qui s'offrent pour effectivement y répondre et les avantages que ça peut amener au Canada, notamment au niveau des échanges commerciaux. Tim, la sécurité de l'Arctique et sa souveraineté est un enjeu très important. Nous avons eu une excellente discussion autour de la table. Mais il y a également des possibilités extraordinaires devant nous en ce qui concerne le besoin de combler l'écart dans les infrastructures dans le nord et dans le sud. Nous sommes rencontrés à Whitehorse en tant que Premier ministre de l'Ouest. Nous en avons parlé, mais il y a des possibilités d'investissement importantes. Par exemple, à Grace Bay, dans l'ouest de l'Arctique, et le passage du nord-ouest, on peut s'en servir comme occasion, non seulement pour répondre aux besoins de la marine et des forces armées canadiennes, mais aussi pour pouvoir justement profiter d'un potentiel de minéraux critiques qui est extraordinaire dans le Nord. C'est une grande occasion qui s'offre à nous d'accueillir ces infrastructures. Nous avons d'excellentes discussions avec le ministre Blair, mais même maintenant, c'est le temps de voir des investissements. Nous avons eu de bonnes discussions, ça doit se traduire par des investissements pour que nous puissions continuer à développer notre relation avec Ottawa. Et nous voudrions que les investissements arrivent dans les communautés que nous desservons. Bonjour, mon nom est Angel Moore, APTN. Je m'adresse au Premier ministre Canut, je suis heureuse de vous voir. L'APN appelle une commission d'enquête indépendante de l'APN sur la mort de Rebecca Cantwell, Person Harris et Buffalo Woman, suite à la condamnation de Jerry Trubisky pour avoir commis leur meurtre. Êtes-vous en accord avec cet appel? J'aimerais commencer par remercier le Premier ministre Houston pour avoir été une excellente hôte et être un président très efficace. Je remercie tous mes collègues pour l'excellente discussion que nous avons eue au cours des derniers jours. J'aimerais ici prendre un moment pour parler de notre engagement à dépenser 2 % de notre PIB. J'aimerais aussi remercier nos forces armées canadiennes. Merci pour vos services à votre pays, à nos provinces et à nos territoires. Nous voulons faciliter votre travail, nous allons vous donner l'équipement dont vous avez besoin pour remplir vos missions et protéger notre démocratie. Et aussi, en tant que Premier ministre, je voulais vous remercier pour toute votre aide lors des feux de forêt et d'autres désastres. Lorsqu'il s'agit de regarder le meurtre dans les prairies, eh bien, j'ai de la compassion pour les membres de leur famille. Ce sont des êtres chers qu'ils ont perdus dans le cadre d'un des pires crimes commis dans la province. Ils ont dû siéger ou être assis devant dans la cour et entendre tout ce qui s'est passé. Alors, on va écouter leurs demandes et je crois que chose importante, nous allons agir. On cherche dans les prairies présentement, nous avons fait une recherche pilote, nous avons pu récupérer des journaux qui étaient depuis plus d'1 an pour faire lire des textes, des articles encore. Ici, nous donne un signal que ces fouilles ont la chance de réussir. J'espère que ça donne de l'espoir pour les familles. Depuis, nous travaillons sur la prévention. Nous investissons 20 millions de dollars dans les initiatives visant sur les femmes et filles disparues et assassinées. Nous offrons d'assurer, par exemple, que les déchets seront mieux surveillés et nous travaillons en tant que Manitobain pour que cela ne se reproduira pas. Kat Tony, CBC. Je ferai n'importe qui peut intervenir là-dessus, mais si je veux être précis, je m'adresserai au président. Nous parlons ici nous parlons des expansions d'infrastructures, du 2 % de l'OTAN. Et est-ce que vous demandez peut-être un peu trop d'argent?
Je crois qu'on demande des pouvoirs ciblés. On demande au gouvernement fédéral d'être des partenaires avec nous dans des initiatives qu'ils imaginent et qu'ils veulent mettre en œuvre, et qui sont bien intentionnées dans la plupart des cas. On veut qu'ils soient nos partenaires et qu'ils reconnaissent notre champ de compétences. Les gens à cette table sont responsables de beaucoup de choses et nous y travaillons. Nous voulons offrir des résultats à nos citoyens et pour les Canadiens. Si on extrapole cela au niveau du gouvernement fédéral, nous avons des objectifs communs et on peut faire davantage si nous travaillons ensemble. Et il ne fait aucun doute, tout comme il y a des choses dans notre champ de compétences, il y a des choses dans le champ de compétences fédéral aussi. Les dépenses pour la défense, bien sûr, sont très importantes. Le soutien de l'investissement d'infrastructures, c'est très important aussi. Lorsqu'on voit le gouvernement fédéral interrompre un programme d'infrastructure sans le remplacer et sans le faire de concert avec les provinces, ceci pose des problèmes. Nous voulons regarder à plus long terme certaines initiatives fédérales, les soins dentaires, les garderies de la petite enfance, des initiatives très bien ciblées. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement fédéral cesse de ce financement. Ici, c'est une table où nous gérons nos propres budgets, nous pensons à long terme, on demande au gouvernement fédéral de penser à long terme aussi lorsqu'il prend des décisions. Et nous voulons qu'ils soient des partenaires avec nous. Ces choses coûtent de l'argent, c'est certain, mais il faut se concentrer sur le comment et le où cet argent sera investi. Nous avons beaucoup d'idées à proposer. On espère qu'ils nous écouteront. Si vous me permettez, le programme qu'ils ont annulé est un programme de 33 milliards de dollars sur 10 ans. Et une des meilleures choses avec ce genre de programme, c'est que nous pouvons avoir des fonds de contrepartie et de même que nos municipalités. Alors, ils ont créé une nouvelle version sur le programme d'investissement dans les infrastructures qui nous permettrait de libérer 100 millions de dollars d'investissement en infrastructures. Et le point mentionné par nos provinces et nos territoires, c'est que si vous construisez des ports, des routes ou des chemins de fer pour mais ce sont des choses qu'on peut faire de façon polyvalente. Il ne faut pas seulement construire une infrastructure d'un point de vue économique dans les pays de l'Arctique, mais aussi cela pourrait compter pour nos engagements à travers le temps. En plus, nos forces armées canadiennes ont fait un travail extraordinaire pour nous dans la lutte contre les feux de forêt. Alors, investir pour s'assurer qu'ils soient bien formés pour pouvoir intervenir dans des cas de feux de forêt ou d'inondation, c'est une autre façon pour nous d'investir de façon polyvalente pour nos forces armées. On aura une force de peut-être être déployée, puis en même temps, ils pourront être déployés pour aider avec les problèmes auxquels on continuera à faire face, les catastrophes naturelles. Et chacun d'entre nous avons des domaines d'investissement dans nos provinces. Nous avons plusieurs bases. Nous avons également des véhicules sans pilote et une industrie de la défense qui se développe aussi. Si on pouvait injecter de l'investissement dans ces industries de nos provinces respectives, cela pourrait également nous aider à atteindre nos objectifs dans le cadre de l'OTAN. Je crois qu'on doit faire plus de créativité avec ces investissements et établir un partenariat avec les provinces, territorialités et municipalités en tant que catalyste pour nous permettre d'atteindre cette cible plus rapidement. Et merci, Chris Toronto Star. Je m'adresse à Doug Ford. Vous allez être le président du Conseil de la Fédération. Vous parlez d'un accès plus rapide et plus facile aux médicaments. Quelles seront vos autres priorités pour l'année qui vient? Sur quel point voulez-vous maintenir la pression? Tel que mentionné aux autres premiers ministres, cette table a joué de beaucoup de pouvoir. D'un point de vue économique, par exemple, nous voulons faire en sorte que l'économie profite à tous les Canadiens et Canadiennes dans les territoires et provinces. Voyons que les médicaments essentiels qui prennent 132 jours pour obtenir, il faut approuver cela. Nous sommes les derniers dans le G7 à cet égard. Et nous cherchons toujours des fonds pour les infrastructures et des possibilités de coopération, comme la première ministre Smith vient de le dire.
Cela contribue au développement économique parce qu'on travaille tous ensemble aux 3 paliers, fédéral, provincial et municipal. Ceci aide l'économie. Nous allons travailler avec nos vis-à-vis américains, notre principal partenaire commercial. Nous espérons qu'on pourra prévoir une rencontre pour visiter et rencontrer la nouvelle administration, quelle qu'elle soit. Et nous irons là, nous aurons une conversation avec la nouvelle administration et les différents secrétaires. C'est pas seulement une question d'acheter américain, d'acheter aux États-Unis, il s'agit d'acheter nord-américain. Je le répète, nous sommes une puissance économique dans le monde. Nous avons un pouvoir disproportionné par rapport à notre taille. Nous sommes une puissance mondialement. Nous allons parler d'énergie et d'occupation là-bas. Les minéraux critiques, c'est très important également pour l'Amérique du Nord. Et encore une fois, lorsqu'il s'agit d'énergie propre et verte, si les mots qui sont utilisés, ou que ce soit les républicains axés sur les services militaires américains, ils auront besoin des minéraux critiques. Présentement, la Chine est bien en avance au niveau des minéraux critiques. Ils ont pratiquement accaparé le marché mondial avec 20%. Nous avons notre nickel pour aider nos alliés les plus proches dans le monde. Ce sera le message que nous présenterons à nos vis-à-vis américains. Et j'espère que les choses vont aller de l'avant. On espère qu'ils n'imposeront pas de tarifs, comme ils ont tenté de le faire la dernière fois. Mais j'ai bien confiance aux gens autour de cette table. Nous allons bien nous porter comme pays. Jesse Thomas, c'est TV, Halifax. J'ai une question concernant les relations américano-canadiennes pour les premiers ministres des Maritimes. Bon, les élections approchent rapidement et je me demande quel tarif draconien, quelle serait la signification des tarifs draconiens pour l'économie des Maritimes ici et quelle exploitation devrions-nous protéger pour continuer à avoir une économie prospère dans les Maritimes? En tant que Premier ministre du Prince-Édouard, nous dépendons beaucoup, jusqu'à presque 3/4 des milliards de dollars, sur les commerces avec les États-Unis, surtout avec le nord-est des États-Unis, que ce soit les pommes de terre, les fruits de mer, l'aérospatial, il y a beaucoup de composantes en jeu. Je ne me dépêcherai pas de juger. Il y aura une élection, il y aura beaucoup de discussions, comme le premier ministre Ford l'a dit, là, sur la politique Buy American et certains enjeux plus protectionnistes. Mais on a des échanges avec les États-Unis depuis plus d'un siècle maintenant. Je crois qu'il y a des moyens pour nous de passer au travers. Les États-Unis dépendent du Canada pour ces échanges commerciaux réguliers et quotidiens. Ils ont besoin de nos produits comme on a besoin de leurs produits. Je sais, on a tendance à juger prématurément, mais écoutez, l'approche de l'aide du Prince-Édouard, c'est qu'on va laisser les États-Unis et les peuples américains décider qui va les représenter. Et ce sera notre tâche, comme c'est la tâche des autres premiers ministres, de travailler, et des premiers ministres fédéraux, de travailler avec eux, quelle que soit leur couleur politique. On doit trouver un terrain commun à partir duquel travailler, sachant que nous avons besoin les uns des autres dans cette relation au quotidien. Et j'espère, Jesse, en plus d'être simplement un point de discussion, cela pourrait devenir une politique de bon sens quotidienne. Plus que jamais, étant l'état du monde, il est important d'être une seule Amérique du Nord, d'avoir une approche commune par rapport aux enjeux internationaux. Depuis très longtemps, nous étions très près des États-Unis. C'est notre principal partenaire commercial, le plus près géographiquement. Puis on a songé à la diversification à travers le monde. Mais maintenant, on doit se poser la question, comment surmonter certains écarts qui existent entre nous et les États-Unis? Au Nouveau-Brunswick, il y a l'énergie, que ce soit des formes actuelles d'énergie ou de futures formes d'énergie, l'hydroélectricité ou le nucléaire. L'important d'être bien aligné en Amérique du Nord n'a jamais été aussi important. Et toute nouvelle administration aux États-Unis, dans les prochains mois, comprendra
Nous sommes engagés dans une grande bataille mettant à l'échelle du monde. Il est plus important que jamais d'aligner nos objectifs et nous avons la chance de le faire. Et je le vois certainement avec mes collègues aujourd'hui. Et maintenant, lorsqu'on se concentre sur les enjeux nationaux, en fait, nous nous concentrons sur des enjeux qui devraient être une préoccupation fédérale. En discutant entre nous, on avait l'impression qu'on remplaçait le gouvernement fédéral à plusieurs égards sur certains enjeux importants pour notre pays. Et bien, je vais me joindre aux provinces maritimes, donc. Premièrement, merci Tim pour avoir été une excellente hôte et pour cette excellente réunion. Merci aux gens de la Nouvelle-Écosse d'avoir été si accueillants. Il ne s'agit pas simplement du beau paysage, des beaux bateaux. Il s'agit aussi des gens. Vous avez certaines des meilleures personnes ici en Amérique du Nord et nous sommes reconnaissants d'avoir eu un accueil aussi chaleureux. Pour nous, à Terre-Neuve et au Labrador, nous croyons que ce dont le monde a besoin maintenant, et indépendamment de l'administration à Washington, quelle que soit sa couleur politique, on espère qu'ils verront les avantages de ce que nous avons à offrir. Nous avons une bonne intersection des sources d'énergie renouvelables et non renouvelables. Alors, plus précisément, pour vous répondre, il est important pour notre gouvernement fédéral de comprendre comment nous devons nous positionner par rapport à l'IRA américaine. Pour l'énergie non renouvelable, nos produits gaziers et pétroliers vont continuer à circuler vers les États-Unis en tant que notre premier partenaire commercial. Et quel que soit le président, ils pourront apprécier que ceci est une composante importante de leur chaîne d'approvisionnement. Nous avons une abondance de minéraux critiques qui sont de plus importantes aussi à mesure que le paysage géopolitique évolue, répondre au point de dog quant à savoir qui contrôle la chaîne d'approvisionnement. Sur toute la matrice énergétique est un enjeu important et quelle que soit la couleur qu'on verra à l'administration américaine, ce sera important pour eux également. Donc, pour reprendre ce que Denis a dit, nous allons travailler avec quiconque est à Washington. Nous savons non seulement ce que le Canada a besoin, ce que Terre-Neuve et Labrador ont besoin, mais ce que tout le monde a besoin. C'est sûr, communiquer à toute l'administration. No, you're fine. I was just gonna echo. I mean, these are traditional. Ce sont des voies commerciales qui existent depuis très longtemps avec des produits importants. Je suis certain que la nouvelle administration va comprendre ça aussi. Ma question est pour vous, M. Legault. Donc, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve et Labrador veulent entreprendre un recours judiciaire pour forcer Ottawa à revoir la formule de péréquation qui, dans l'état actuel des choses, favorise le Québec. Le Québec, cette année, reçoit un peu plus de 13 des 25 milliards distribués par Ottawa. Si on additionne les subventions d'Ottawa à la filière batterie, votre collègue, M. Eby, est même d'avis que vous bénéficiez d'un traitement spécial de la part du gouvernement fédéral. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Mais si on revient à ce recours judiciaire, combien ça pourrait coûter au Québec? Quelle menace ça représente dans le court terme? Bon, d'abord, il faut distinguer la péréquation des autres programmes. Effectivement, David a raison. Prenons l'exemple des demandeurs d'asile. Pourquoi le Québec reçoit 750 millions, puis les autres provinces reçoivent rien? Peut-être ça les inciterait à en prendre plus de demandeurs d'asile. Puis d'ailleurs, en passant, il y en a plusieurs qui sont ouverts à en prendre plus, en autant qu'ils reçoivent de l'argent du fédéral. Puis moi, je l'ai déjà dit, notre problème principal dans ce dossier-là, c'est pas l'argent, c'est qu'il nous manque d'enseignants, il nous manque de logements, il nous manque d'infirmières, puis ça pose un problème pour le français. Donc, les programmes fédéraux, qu'il y ait une équité entre les provinces, moi j'en suis. Dans certains dossiers, on pense aussi que parfois on est pénalisé quand on compare avec ce que reçoivent d'autres provinces. Maintenant, la péréquation, c'est complètement différent. C'est un programme qui vient s'assurer que chaque province ait les moyens d'offrir des services équivalents partout au Canada. Et ça concerne pas juste le Québec. Il y a la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, le Manitoba et le Québec qui reçoivent la péréquation. Puis c'est important qu'on continue de recevoir cette péréquation pour être capable d'offrir des services équivalents. Par contre,
comme je l'ai souvent dit, puis vous le savez, mon objectif à long terme, c'est que le Québec n'en reçoive plus de péréquation en créant de la richesse. Puis une de mes grandes fiertés depuis 5 ans, c'est qu'on a eu une croissance économique du PIB par habitant plus grande au Québec que dans le reste du Canada. Donc, en pourcentage, le montant que le Québec reçoit comme péréquation a été diminué. Mais je pense que c'est au cœur de ce qu'est le Canada. C'est sûr que c'est une formule qui est complexe, là. Il y a 34 critères qui sont utilisés, mais le principe important, c'est d'avoir des capacités fiscales équivalentes une fois qu'on tient compte de la péréquation. Puis honnêtement, je pense que si demain matin, on commençait à négocier province par province pour changer la formule, on s'entendrait jamais. Donc, je pense qu'il faut garder la formule actuelle. Je ne veux pas parler pour les autres, là, mais je pense qu'on a au moins 5 provinces qui pensent comme ça. Puis comme je le disais tantôt, le montant que reçoit l'Ontario, c'est un très petit montant per capita comparativement à ce qu'on reçoit. Puis je suis sûr qu'avec Doug, il n'y en aura pas pour longtemps. Heidi Petracek with Global National. Premier Legault, this question is also for you. Just wondering which Heidi Lamashek, provincial territorial leaders here have indicated quels leaders provinciaux ou territoriaux vous ont dit qu'ils sont prêts à accepter plus de demandeurs d'asile, selon vous, M. Legault? Vous me posez si eux veulent accepter? Posez-leur la question, pas à moi. Non, est-ce que je vous demande s'ils vous ont indiqué qu'ils voulaient en recevoir plus? Mais comme je viens de le dire en français, ça aiderait si le gouvernement fédéral leur remettait des fonds aussi pour pouvoir accueillir dans leur province ou territoire les demandeurs d'asile. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est pas juste que le Québec reçoive 750 millions de dollars pour cette fin et les autres provinces reçoivent rien du tout. Moi, je préférerais en recevoir moins à l'avenir, mais avoir moins de demandeurs d'asile. Pour ce qui est des demandeurs d'asile, à la fois au Québec et en Ontario, c'est nous surtout qui accueillons ces gens. On demande au gouvernement fédéral de nous remettre notre juste part. En Ontario, on investit à chaque année 1 milliard de dollars pour les accueillir. Et dans ma circonscription, j'ai de ces gens-là qui râlent. Toronto a reçu environ 162 millions de dollars, mais ça nous coûte 1 milliard par année. Donc, ça nous prend des visas permettant à ces gens-là de travailler le plus tôt possible, plutôt que, les loger dans un hôtel, dans une petite pièce de motel en quelque part près de l'aéroport. Les enfants qui doivent jouer dans le stationnement d'un hôtel. Non, ils veulent se donner une meilleure vie, ces gens-là. Ils veulent contribuer à la société, ils veulent travailler. Ce sont de bonnes personnes. Mais on doit s'assurer de pouvoir les loger d'abord. Ça va prendre des maisons, des logements. Donc, on a besoin d'un soutien de la part du gouvernement fédéral. Ça se résume à ça, la situation. Nous serons prêts d'accueillir des nouveaux arrivants, surtout de la francophonie. Mais nous avons besoin de l'aide du gouvernement fédéral. Nous avons des défis avec les logements abordables, avec le système de santé. Mais si le gouvernement fédéral est là pour nous aider, nous pourrons être capables de collaborer avec soit le Québec ou les autres provinces pour améliorer cette situation et puis accueillir du monde qui ont besoin d'aide. So just to get back to your original question, in Manitoba, we would be prepared. Donc, au Manitoba, on est prêt. On serait prêt à accepter des demandeurs d'asile, en particulier des francophones. On vise toujours à soutenir, à renforcer notre société francophone au Manitoba. On veut assurer une immigration continue dans cette sphère, mais ça prend l'aide du gouvernement parce qu'on a des besoins en matière de services sociaux, de logement, de santé. Alors, si on veut collaborer efficacement avec le Québec, l'Ontario ou d'autres régions, vraiment, le gouvernement fédéral devra nous aider parce qu'eux ont les ressources financières pour pouvoir nous aider. Du point de vue de Terre-Neuve et de Labrador,
ce serait incongruent de créer un instrument, une politique sur un aspect et pas l'autre. Moi, j'ai signalé au premier ministre que oui, on est prêt à partager, à prendre notre part, et on espère, mais on est moins financé pour cette activité-là. On aimerait en discuter avec le gouvernement fédéral, mais comme François disait, peut-être que Terre-Neuve pourrait en accueillir plus, mais on est prêt à travailler avec le gouvernement fédéral et les autres provinces pour accueillir notre juste part des nouveaux arrivants. Louise Armstrong, Canadian Press. Pour Terre-Neuve, Labrador et Manitoba, est-ce qu'il y a d'autres premiers ministres qui seraient prêts à accepter des demandeurs d'asile et combien? En Alberta, on se trouve dans une position similaire à celle du Québec, en ce sens que nous avons 12% de la population environ, mais maintenant on accepte 22% des nouveaux arrivants au pays. Donc, si le fédéral a soutenu le Québec avec 750 millions, nous, on a vu aussi, on a accueilli des évacués de la guerre en Ukraine, autre qu'un petit montant d'argent au début. Il faut financer les écoles, les soins de la santé, il faut accueillir ces gens-là, les loger. Il y a toutes sortes de programmes qu'on a dû ajouter. Et on veut faire notre part, mais tout comme au Québec, quand une province doit accepter un fardeau plus lourd, ça met une pression sur les logements. Nous, on construit aussi vite que possible. On a augmenté le parc, ou plutôt les nouvelles constructions de 60%. Et on a accueilli 200 000 personnes, nouveaux arrivants, l'an dernier en Alberta. On dépense plus que jamais en éducation, par exemple. On a 22 500 étudiants qui sont arrivés au pays. Ce sont des nouveaux étudiants. Ce n'est pas financé pour l'instant. Et les régions qui reçoivent un plus grand nombre de personnes, que ce pourquoi ils sont financés, ça pose vraiment un problème. J'aimerais ajouter à ça, nous avons tous et toutes connu des augmentations de la population. Et l'acceptation ou l'accueil proportionnel, c'est une bonne idée, mais c'est de trouver un juste équilibre. Il faut comprendre les critères aussi liés à nos politiques en immigration, parce qu'on peine à construire assez de logements et les citoyens disent, écoutez, les logements, les loyers, les maisons, c'est hors de prix maintenant. Donc, ça crée des pressions sur ces choses. Mais quels sont les critères pour gérer cette situation à l'avenir? Parce qu'il faut reconnaître qu'on peut seulement en gérer une certaine part. On veut faire preuve de compassion, accueillir le maximum de ces demandeurs d'asile, mais il faut les loger en quelque part et s'en occuper, les intégrer. Alors, il faudrait travailler avec le gouvernement fédéral pour essayer de déterminer, selon les conditions de chaque province, pour que chaque province puisse accueillir ces gens-là. Nous, on a vu une augmentation une triple augmentation du nombre de personnes qu'on accueille. Donc, il faut avoir une approche équilibre, mais il faut vraiment comprendre tous les critères en matière d'immigration et d'accueil des réfugiés. Pour le programme des gens nommés au Yukon, les trimestres cette année, nous avons comblé le quota, si on veut, le nombre maximal de personnes qu'on pouvait accueillir. Mais il faut examiner le système au complet. C'est un problème. On a eu un problème, par exemple, il y avait des éducations, plutôt des institutions d'éducation postsecondaire qui arrivaient avec des étudiants de l'étranger. Et ces étudiants essayent maintenant de se trouver un endroit où habiter au Canada, devenir des citoyens canadiens et répondre aux besoins de main-d'œuvre du pays. Mais dans 2 ou 3 ans, on va perdre ces travailleurs-là. Parce qu'on n'a pas de stratégie pour les intégrer et les retenir chez nous, au sein de nos territoires, nos provinces. Donc, il faut encourager le gouvernement fédéral. Vous faites des décisions rapidement au fédéral et puis ça affecte nos économies. Il faut se donner une stratégie plus globale qui va aussi assurer que tout ça va bien se passer à l'avenir en termes de main-d'œuvre, en termes de gens qui transitent par nos programmes d'immigration économique aussi.
Je m'appelle Nathan Horn, allnovascotia.com. Ma question est pour le premier ministre Houston. Dernièrement, vous envoyez une lettre au fédéral en expliquant que vous voulez que le gouvernement ne vienne pas s'immiscer en matière de soins de santé, des domaines de compétences comme le logement, et ainsi de suite. Mais comment pouvez-vous réconcilier ça avec on a dit que les provinces n'en faisaient pas en santé, par exemple. Vous posez une question. On veut que le gouvernement fédéral limite ses interventions, son ingérence dans les domaines de compétences provinciales. C'est ça qu'on veut. On veut que le fédéral nous soutienne, mais en tant que partenaire sans cette ingérence dans nos domaines de compétences. Mais dites-vous que les municipalités disent que le provincial n'en fait pas assez? Oui, comment réagissez-vous à cette critique? Les municipalités pensent que vous n'en faites pas suffisamment, mais est-ce que ça contredit le fait que vous avez envoyé une lettre pour demander au fédéral de ne pas faire des décisions de façon unilatérale? Je pense que tout premier ministre a eu des expériences similaires, mais voici, il est assez improbable que le gouvernement fédéral puisse se faire partenaire avec une municipalité sur un projet qui n'impliquerait pas un financement au moins partiel de la part de la province ou une autre implication de la part de la province. Donc, essayer de contourner certaines autorités provinciales, lorsque le fédéral, par exemple, fait une entente directement avec une municipalité. Dans l'ensemble des choses, c'est pas une façon productive de procéder. Donc, on leur demande de respecter nos domaines de compétences, de travailler conjointement avec nous. Et nos municipalités, ce sont des partenaires de valeur aussi, mais nous pouvons tenter de travailler sur tous les paliers de gouvernement. Et en travaillant conjointement, on va bien se débrouiller. Le deuxième volet à cette question-là, vous savez, par exemple, le programme des déjeuners à l'école. C'est sûr que le fédéral aimerait jouer un rôle là-dedans. C'est une bonne idée, mais on a un programme de lunch scolaire depuis 2021 chez nous. Je continue à offrir au gouvernement fédéral de venir se faire partenaire avec nous. Peut-être qu'on pourra élargir ou améliorer le programme. Peut-être qu'on pourra acheter un peu plus de produits locaux si on peut se permettre de payer un petit peu plus. D'ailleurs, pour les familles qui ont des problèmes financiers, le programme des lunchs scolaires a été prolongé durant l'été. Donc, c'est simplement une espèce d'ingérence dans nos domaines de compétences, alors que nous avons déjà des programmes. C'est frustrant parfois parce qu'il y a des duplicata, des chevauchements et, par exemple, les soins dentaires du fédéral. C'est un autre exemple. S'il pouvait simplement travailler avec une province comme la nôtre, on a déjà un programme de soins dentaires qui est déjà très bien, qui fonctionne bien, et probablement qu'on pourrait dépasser les objectifs que le fédéral s'est donnés. Donc, quand on parle d'une espèce de dérive juridictionnelle, on ne demande pas au fédéral de s'évincer complètement. Non, mais attelons-nous, travaillons ensemble. Tim et moi, on ferait la même chose avec nos municipalités. On leur demanderait comment peut-on travailler ensemble? Quels sont vos besoins? On veut faire le même genre de programme, si on veut. On veut s'y prendre de la même façon avec le gouvernement fédéral. Le programme des partenaires est un bon programme, mais voici un exemple. Le gouvernement fédéral qui dépense 5 milliards sur 5 ans, notre programme fournit 90 000 repas à plus de 600 000 enfants à l'école et on a 30 millions de dollars de financement. Il y a de l'argent qui est perdu en quelque part. Il y a de la perte. Et ce qui se passe, c'est que les premiers ministres se fâchent à la vue de gaspillage comme ça.
Ils pensent qu'ils savent mieux quoi faire et comment faire. Alors que nous, on est là au quotidien, aux prises avec ces problèmes-là, on est familier avec la situation. Donc, jeter de l'argent comme ça, envoyer de l'argent à un tel, à un autre, signer des chèques sans imputabilité. Voyez-vous, ça c'est un exemple. Nous, on arrive à nourrir plus d'enfants que ce que le programme fédéral peut fournir. Chronicle Herald. Monsieur le Premier ministre Houston, je me demande, est-ce que vous quittez cette rencontre avec des idées à savoir comment on peut faire sortir, loger les gens, réduire l'incidence de sans domicile fixe, d'itinérants? Comment pouvez-vous vous assurer que l'argent qui est consacré au logement, que cet argent sera investi aussi en logement abordable? Merci d'avoir posé la question. La crise du logement, pour nous, la solution, c'est de construire tout type de logement. C'est pour ça que nous avons investi pour construire des unités de logement pour les étudiants. Ça fait quelques décennies qu'on n'avait pas construit des unités de cette sorte. Nous avons aussi les premiers investissements en logements sociaux. Accélérer le processus pour obtenir des permis de construction, par exemple. Il y a des projets dont on parle depuis une décennie. Là, il faut arriver à un oui ou un non. Mais on sait que ça nécessite aussi du personnel, des travailleurs. C'est pour ça qu'on a des programmes pour former les compétences professionnelles. Et quiconque qui a moins de 30 ans, qui travaille dans un métier, comme la construction, par exemple, ne paye pas d'impôt sur ses premiers 3 ans. Pour ce qui est de l'itinérance, il y a des investissements importants en matière de soutien, de logement pour ces gens-là. Ici, à Halifax, il y a des lits qui sont disponibles pour mettre ces gens-là à l'abri. Mais ces gens-là habitent dans des tentes. On veut les attirer vers les centres, les accueillir pour mieux les soutenir. Nous avons l'impression les gens qui vivent dans la rue, qui ont la vie dure, comme ça nous affecte tous et toutes. Et on travaille fort pour trouver des solutions pour aider ces gens-là. Le Blue Nose est passé, là. Le voilà. Lindsay Jones du Globe and Mail. Ma question, je la pose à... Attendez, je change de question. Désolé. On a entendu parler de le premier ministre Fury et celui de la Colombie-Britannique. Il disait qu'ils allaient lancer une poursuite au sujet des paiements de péréquation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient parler de la péréquation aujourd'hui et de cette poursuite? En Alberta, nous avons lancé un référendum et on s'est dit que la péréquation, c'est une formule bancale, il faudrait l'éliminer de la fédération. J'ai publié, moi, un texte à savoir comment on pouvait modifier la péréquation pour répondre à son premier objectif, où on paye pas trop cher certaines provinces, mais simplement on vise une égalisation des services fournis partout au pays. Je suis content de voir que Terre-Neuve et la Colombie-Britannique s'est ligué là-dessus. Je ne sais pas si je veux que la Cour suprême décide de quelle est la bonne réponse à ce problème. C'est à nous, je pense, de trouver une nouvelle formule qui va être fonctionnelle et équitable pour tout le monde et à trouver un partenaire au fédéral qui va être d'accord pour modifier la péréquation. Mais je pense pas que quiconque a mis ça au point, ce système de péréquation, il y a longtemps, pensait, par exemple, qu'un jour, la Terre-Neuve-Labrador serait une province qui paye la péréquation aux autres. Ça montre le problème de ce système. La Saskatchewan a indiqué qu'ils allaient intervenir dans cette cause aussi. La formule de péréquation, ça fait des années qu'on en parle. En Saskatchewan, on est dans une situation où, il y a quelques décennies, on recevait des paiements de péréquation, mais depuis une quinzaine d'années, non. Donc, nous avons vu cette formule des deux points de vue, si on veut, des deux bouts de la lorgnette, mais
En Saskatchewan, per capita, ainsi de suite, notre point de vue est un peu différent de celui du premier ministre Furey pour ce qui est de l'égalisation des services offerts à l'échelle du Canada. Nous avons exprimé l'intention. Nous avions proposé une option, une alternative. Nous pensons que la formule est bancaire. On se disait 50% de l'argent de la péréquation serait réparti selon la formule existante et 50% selon sur un pied per capita, si on veut. Mais nous allons intervenir, effectivement. Hello, Premiers. Judy Trin with CTV National News. Judy Tring, CTV National News. Suite à la perte des libéraux dans le château phare de St. Paul's à Toronto, le premier ministre Trudeau a dit qu'il allait écouter les Canadiens, qu'il allait faire en sorte que la vie coûte moins cher. Et il voulait écouter les membres de son caucus à savoir quelle politique il pouvait mettre de l'avant qui permettrait à son parti de réduire le coût de la vie. Qu'est-ce que vous diriez au premier ministre Trudeau à savoir quelle politique? S'il y avait une seule politique qui pourrait être mise en œuvre, quelle serait-elle? Qu'est-ce qui pourrait faire une différence réelle et concrète dans le coût de la vie pour les Canadiens? D'abord, j'aimerais entendre Wab Kinew d'abord. Vous avez mentionné plus tôt la réduction de la taxe sur l'essence. Pourriez-vous clarifier, est-ce que vous aimeriez voir le gouvernement fédéral réduire temporairement ou éliminer temporairement le 10% de taxe sur le litre? Nous, chez nous, c'est 14 cents au litre pour le diesel et l'essence. Et nous l'avons réduit à 0. Et depuis ce temps-là, nous avons l'inflation la plus faible au pays. C'est une mesure concrète qu'on a pu prendre pour remettre de l'argent dans la poche de nos travailleurs et travailleuses au Manitoba. Les gens s'en sentent à tous les jours lorsqu'ils vont au travail. Ça aide aussi les entreprises. Et aussi, sur le plan environnemental, on prend des mesures. On veut encourager les gens à prendre des choix qui encouragent un virement environnemental favorable. Mais on va perdre des Canadiens qui, sinon, seraient enclins à voter, pas à voter, mais plutôt à prendre des choix dans leur vie qui favorisent un renouvellement de notre économie vers une économie verte. Nous, au Manitoba, on va se rendre au zéro net sans taxe sur le carbone. Alors, je demande au fédéral de penser à des incitatifs positifs pour encourager les gens à adopter des comportements qui favorisent le climat. Pour moi, c'est important d'avoir cet investissement dans le militaire ici dans le Canada, parce que si on n'est pas à cet niveau vers l'OTAN d'avoir le 2%, ça va pas juste être un défi sécuritaire, ça va être un défi économique. Et nous avons besoin d'avoir une relation très forte avec les États-Unis. So just to recap, like the NATO 2% thing, I think is very significant. Donc, le 2% de l'OTAN, c'est très important. Il faut investir en matière de défense, en matière militaire, mais c'est un investissement économique aussi. Et si on ne fait pas cet investissement, la prochaine administration aux États-Unis va être consternée à la lumière de nos relations économiques très importantes avec les États-Unis. Pour ajouter à cela, nous, on a eu le taux d'inflation le plus faible alors qu'on n'avait pas de taxe sur le carburant. On a eu 2 ans sans taxe sur le carburant. Ça a coûté 2 milliards à notre trésor. On voit maintenant aussi, au Manitoba, ils ont le taux d'inflation le plus faible. Et je pense qu'en Saskatchewan aussi, ils ont éliminé la taxe sur le mazout pour le chauffage à domicile. On voit 3 exemples de réduction des coûts de la vie liés directement à une réduction des taxes ou élimination des taxes sur le carburant. Le gouvernement fédéral a des moyens plus larges. On ne peut pas couper nos propres sources de revenus parce que le fédéral refuse de couper ses sources de revenus.
Nous, on a besoin de construire des routes. Surtout que le fédéral, dans son dernier budget, n'a pas fait grand-chose en termes d'infrastructure en transport. S'il voulait faire une différence immédiate, il reconnaîtrait les effets délétères de la taxe sur le carbone, surtout les transports, le prix du chauffage, tout ce qu'on achète. Il y a un effet domino qui se manifeste. Et c'est pour ça qu'on peine à mater l'inflation. Et c'est au fédéral maintenant de nous donner un répit. Nous, on demande en Alberta de couper, d'éliminer cette taxe-là et on pense que ça va avoir un effet à court terme. Le Nord, dans le Grand Nord, le coût de la vie est plus élevé que partout au Canada. J'aimerais que le fédéral reconnaisse que lorsque ils mettent au point leur programme, il faut considérer le Nord spécialement parce que nos circonstances sont uniques. Et on n'a jamais eu aussi peu d'eau sur la rivière du Mackenzie à cause des changements climatiques. Et la rivière Mackenzie, c'est notre autoroute. Les communautés sont approvisionnées annuellement par le biais de cette rivière Mackenzie. Et maintenant, il y a trop peu d'eau, on ne peut plus naviguer. Donc, ces communautés sont isolées et les biens doivent être acheminés par avion, ce qui double le prix des aliments, des biens de consommation. Ça retarde la construction de nouvelles infrastructures. Nous sommes aux prises avec ce très sérieux problème. Donc, le fédéral devra considérer notre cas et nos circonstances qui sont très particulières. L'autoroute de la vallée du Mackenzie, par exemple, est un investissement qui s'avérerait sûrement nécessaire et ça aiderait en termes de défense nationale. Ça va aussi permettre un accès aux matières critiques, les minéraux, les terres rares et ainsi de suite, tout en aidant aussi les efforts en défense. En Colombie-Britannique, il y a eu beaucoup de demandes de soutien de la part du fédéral. Le fédéral, on aimerait qu'il nous soutienne mieux. Mais le gouvernement fédéral devrait se joindre à la Colombie-Britannique et en appeler à la Banque de Canada de réduire le taux d'intérêt. Je sais qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence politique auprès de la banque. Mais la banque ne reconnaît pas les effets de leur taux d'intérêt élevé, ce que ça impose en termes de coûts, surtout en Colombie-Britannique. C'est le coût du logement, des maisons qui augmente l'inflation chez nous. Et c'est ce qui augmente le coût des maisons, c'est les taux d'intérêt élevés. Et il y a moins de logements locatifs à un moment où on a 180 nouveaux habitants en Colombie-Britannique depuis l'an dernier. Les gens sont aux prises avec des taux d'intérêt faramineux sur leurs dettes, sur leur hypothèque. Et c'est très dommageable pour l'économie canadienne, celle de la Colombie-Britannique. On veut ralentir l'économie en augmentant justement le taux d'intérêt. On veut ralentir l'économie. Mais en ce moment, les taux d'intérêt élevés alimentent la hausse de prix du logement et ça nourrit l'inflation. Il faut que ça cesse. Il faut qu'ils comprennent comment leurs politiques ont un effet délétère sur les citoyens. Il y a aussi il est très difficile pour les gens en Colombie-Britannique de contribuer à un programme alors que le coût de la vie est très, très élevé. C'est un programme qui est financé par le fédéral en ce moment, mais quand il ne sera plus en lien avec cet objectif d'avoir des services de même qualité partout au Canada, mais le programme ne fait plus ça maintenant, n'assure plus ces choses-là. Donc, revoir cette formule pour réduire les obligations des provinces qui doivent contribuer. Il faut que le programme reflète l'intention qui se trouve dans la Constitution. Ça ne coûtera pas d'argent au fédéral, mais ça va améliorer la qualité de vie des citoyens de la Colombie-Britannique et les coûts qu'ils doivent défrayer. It's good to go after everybody else because they've used a couple of mine. But just to reiterate, it's important, I think, for the federal government to understand the impact in Atlantic Canada of the clean fuel standards and how that translates not to just the direct price at the pump, but the indirect costs. And for those who may not be familiar with it, that's not contemplated in the carbon rebate
So I know there's some debate on that, but clean fuels specifically is more punitive in Atlantic Canada. And something that also wouldn't cost any money, but I think is incumbent upon the federal government to reflect on, is our precious offshore cod fishery. Ce sont nos pêches de la morue. C'est peut-être un problème particulier de Terre-Neuve et au Labrador. En levant le moratoire sur la pêche du cod qui devrait être célébré, ils ont évité les chalutiers russes à venir au nos côtes. C'est une ressource qui a été rétablie, mais les gens de Terre-Neuve du Labrador ne méritent pas d'avoir des chalutiers pêcher cette morue sans vouloir insulter aucun autre pays. Cette ressource appartient aux Canadiens, aux habitants de Terre-Neuve du Labrador. Si on veut améliorer la situation économique de notre communauté rurale, il est important que nous soyons propriétaires de cette ressource. Nous pêchions cette ressource. Les pêcheurs qui ont dû regarder cette ressource être rétablie ont maintenant l'occasion de la pêcher. Et maintenant, la communauté, ils ont une chance de reconstruire, d'avoir des occasions économiques soutenables dans les régions rurales de notre province. C'est inacceptable de voir les chalutiers de l'étranger venir pêcher dans nos eaux. Particulièrement dans cette période de tension géopolitique, c'est simplement voir un chalutier russe le long des côtes de Terre-Neuve du Labrador pêcher une seule morue est inacceptable. Les pêcheurs, les transformateurs qui habitent dans les régions rurales sont fortement touchés. Vous verrez beaucoup de diversité dans ce pays. Et la recommandation de la Saskatchewan serait double. Premièrement, d'éliminer la taxe sur le carbone. Ça ne surprendra pas personne. Et deuxièmement, de sérieusement considérer l'engagement de 2 % que nous avons en tant que membres de l'OTAN pour une série de raisons. Premièrement, en ce qui concerne la taxe de carbone, les Canadiens ont des difficultés avec le coût de la vie. Ils ont des problèmes avec les taux d'inflation auxquels on fait face dans ce pays. Et puis, une partie des choses qui déterminent cette inflation, c'est bien sûr le taux d'intérêt, mais aussi le coût du carburant. Surtout en Saskatchewan, c'est principalement le coût du carburant. Et plusieurs régions du pays ont pris des décisions différentes. Ils sont arrivés à avoir des économies pour leurs résidents et pour s'assurer que la vie soit plus abordable du point de vue provincial. Le Manitoba a présentement le taux d'inflation le plus faible au Canada, en grande partie parce qu'ils ont réduit le coût d'amener nos enfants à l'école par voiture ou pour leurs activités sportives. Ou en Saskatchewan, où nous avons éliminé la taxe de on cesse de payer pour la taxe de carbone en ce qui concerne l'électricité et le chauffage domicile, ce qui veut dire qu'on a économisé beaucoup d'argent pour nos citoyens et que nous avons un taux d'inflation beaucoup plus faible. Le 2 % est important parce que nous avons une obligation de le faire en tant que Canadiens. Et deux, dans un monde très turbulent, on voit des conflits en Europe de l'Est et dans d'autres régions du monde. Et je crois que cet investissement est nécessaire. Si on veut assurer notre sécurité, et si on veut vraiment participer à la sécurité non seulement de l'Amérique du Nord, mais aussi si on veut travailler côte à côte, et on va en discuter, quelle que soit l'administration américaine. Il y aura des impacts sur les conversations qui nous permettront d'offrir la sécurité alimentaire à l'Amérique du Nord, puis au reste du monde. Puis il faut également assurer notre sécurité énergétique. Et ce devrait être la plus grande priorité par le gouvernement canadien actuel ou le prochain, parce qu'on veut vraiment assurer notre sécurité. Et deux, on voit ce qui se passe dans le monde. Il est important pour nous de remplir nos obligations à l'OTAN. Et puis, si on n'atteint pas la question du 2 % va jouer un rôle dans nos relations avec les États-Unis.
vous verrez des gens de cette table qui représentent tous les Canadiens d'un océan à l'autre, s'intéresser tout particulièrement à l'utilisation des contacts et de relations que nous avons avec certains dirigeants aux États-Unis et en profiter pour faire assurer l'amélioration des relations générales meilleures entre les États-Unis et le Canada, que ce soit en offrant plus de sécurité pour le continent, puis on offre également plus de sécurité alimentaire et énergétique aux États-Unis pour l'avenir. Thank you for joining us. Merci de vous être joints à nous.